Bonjour à tous et bienvenue dans le Nouveau Monde. Ce n'est jamais facile d'avoir eu raison trop tôt, mais il y a une douleur toute particulière à avoir eu raison contre l'opinion générale, avoir sonné le tocsin en vain et avoir vu ces prédictions se réaliser. On a eu raison et on le regrette peut-être. On a eu raison, mais on n'a pas réussi à convaincre la majorité à se faire entendre. On a été négligé, parfois on le reste. Il arrive en effet qu'on en veuille aux Cassandres d'avoir prédit ce qui s'y est arrivé, surtout quand on ne les a pas écoutés. Alors le docteur Mesri Haddad est philosophe. C'est la meilleure des formations pour supporter finalement les aléas de l'existence. Vous avez travaillé au CNRS, vous avez enseigné à la faculté d'Assas, vous avez aussi étudié l'histoire, la sociologie, la théologie chrétienne. Vous avez fondé le Centre international de géopolitique et de prospective analytique. Mais tout ça ne dit qu'une part de votre activité parce que vous n'êtes pas un intellectuel en chambre, vous êtes descendu dans l'arène, vous avez ferraillé, vous avez bataillé, vous avez été ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO, ça c'est pour la partie politique, et puis vous avez pris part au combat, vous avez signé des tas de chroniques dans la presse parisienne et depuis très longtemps, dans la presse suisse, dans la presse bruxelloise, dans la presse panafricaine, sur les réseaux sociaux depuis 20 ans, et Dieu sait s'il prolifère. Et ce livre les reprend. Ce livre, c'est finalement, la première remonte à 1995 et parle de l'Algérie dans ses convulsions. La dernière parle d'Éric Zemmour, qui a peur de l'islam. C'est un drôle de lapsus de parler d'Emmanuel Zemmour. Éric Zemmour, qui a peur de l'islam, mais qui confond sans doute les responsabilités d'un essayiste et celle d'un responsable politique. C'est en tout cas ce que vous écrivez, c'est très intéressant. C'est donc presque 30 ans qui défilent en parcourant cet ouvrage, 30 ans pendant lesquels l'islamisme a dévasté l'Afrique du Nord et désormais tente de s'imposer comme un défi majeur au nord de la Méditerranée. On va parler de l'islamisme, de la politique, on va parler de la Tunisie d'hier et celle d'aujourd'hui, mais on va commencer par parler de vous, Mesri Haddad. Vous êtes un exemple parfait de franco-tunisien. Vous êtes de là-bas quand vous êtes ici, vous êtes d'ici quand vous êtes là-bas, vous êtes toujours finalement entre deux mondes. Est-ce que c'est une posture qui facilite la réflexion et la distance, ou est-ce que c'est quelque chose de douloureux à vivre? Est-ce que c'est en réalité une douleur d'être toujours à côté? C'est exact. D'abord, je ne suis pas tout à fait franco-tunisien. Je suis un Tunisien enraciné dans son terroir et très amoureux de la France. Je suis vraiment beaucoup... Vous n'avez pas pris la nationalité française? C'est personnel, disons. Ouais. Oui, je suis franco-tunisien dans le sens où j'aime pas trop cette expression de double culture. Elle est un peu galvaudée. On l'utilise aussi bien pour les jeunes de banlieue que pour des professeurs. Je ne parle pas de ma personne, aussi bien pour un jeune de banlieue que pour un Mohamed Harkoun, par exemple. Ouais. Vous voyez, je l'aime pas trop. Disons que je suis une synthèse. Je le souhaite, en tout cas. Une synthèse entre deux immenses civilisations que j'aime, qui m'ont ébahi, qui m'ont subjugué, et que j'ai essayé d'étudier. Alors, vous avez dit un peu mon cursus. Tout ça en peu de temps. C'est beaucoup. Je le dis parce que je suis, vous savez... Mais ce sera encore plus court le jour où on fera votre raison funèbre. Justement, je suis encore très jeune. Je suis encore très jeune. Alors, voilà. C'est un peu un parcours, c'est vrai, atypique. Vous avez aussi mentionné le fait que j'ai été pas seulement un intellectuel du haut de sa tour d'ivoire, disons, ni même d'ailleurs un spectateur engagé, comme dirait l'immense Raymond Aron, mais un spectateur vraiment impliqué. Et c'est peut-être l'erreur d'ailleurs, c'est peut-être l'erreur. Quoi, vous regrettez?
Oui, je Non, pourrais. vous l'avez payé. Je pourrais regretter ça. Vous savez, mais ça me console quand je pense à Machiavel. Quand je pense à Machiavel, je dis que j'ai mieux fait que Machiavel. Parce que l'inégalable Machiavel, toute sa vie a rêvé d'être ambassadeur. Et il est resté le conseiller du prince. Mais il n'a jamais été ambassadeur, Ouais. n'est-ce pas? Moi, je l'ai été. Ouais. Je C'est l'ai- décevant ou ça vous a plu finalement? Ça a été une expérience riche. Riche parce que j'ai découvert la leucémie de l'UNESCO, n'est-ce pas? Oui, la bureaucratie. C'est cette grosse machine qui tourne à plein temps et qui produit du vent, n'est-ce pas? Voilà. Une éolienne bureaucratique. Oh là là, c'est très lourd, comme toutes les instances onusiennes. C'est un nid d'espions. Oh ben non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un nid d'espions. Je pense que c'est un haut lieu de culture, en tout cas sa vocation. Il est né pour servir et diffuser universellement cette culture, justement universelle. Et cette agence de l'ONU ne le fait pas? Non, non, franchement, pas vraiment maintenant, mais ce n'est pas un constat que je fais aujourd'hui. Je l'ai fait à l'époque de l'UNESCO même. J'ai dit un jour que l'UNESCO s'est métamorphosé, le basculement a eu lorsque l'UNESCO a été toyotisé. Ça a fait scandale à l'époque. Toyotisé, c'est-à-dire un peu comme Toyota. Vous savez, la Toyota des voitures, n'est-ce pas? Je faisais une allusion peut-être méchante au directeur japonais qui avait occupé la direction générale de l'UNESCO, mais je n'en pense pas moins. Je pense que l'UNESCO a été toyotisé depuis que ce directeur japonais en a pris les rênes. Oui, en même temps, c'est une voiture qui ne va pas très loin quand même, l'UNESCO. Elle est passée Oui. souvent à côté des problématiques les plus urgentes. Bon, revenons à mon combat contre l'islamisme et ses idiots utiles. On ne peut pas dire que le titre de votre ouvrage cache ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez relu vos chroniques. Il y en a que vous avez corrigées. Absolument pas. Il y en a qui vous ont surpris. C'est vérifiable ou certaines, oui. Il y a quelques-unes qui m'avaient surpris. Et le plus gros, vous savez, le plus gros, parce que ce livre, bon, aujourd'hui, c'est l'encyclopédie Wikipédia, c'est copier-coller, c'est je vais chercher tel texte dans tel site et tout ça. Il se trouve, malheureusement pour moi, que pratiquement la moitié de ces articles n'étaient pas sur Internet. J'aurais préféré qu'ils soient, ça m'aurait évité... Vous les avez retapés? Tout moi-même. Il fallait que je le fasse moi-même. Rien ne se perd. Alors, oui. je vais vous dire, il y a quelque chose qui est vraiment la preuve que Mesri Haddad est un intellectuel. C'est qu'il publie dans cet ouvrage même quelques chroniques qui ont été refusées par les journaux. Ah oui, c'est vrai. Rien ne se perd. Oui, ça c'est un petit coup de griffe, ça. C'est un petit coup de griffe à ces journaux auxquels je dois beaucoup, quand même, je dois le dire, parce que, bon, certains ont changé de ligne. C'est la marche du monde et la globalisation et la métamorphose des idéologies. C'est leur affaire. Mais enfin, je leur dois quand même le fait d'avoir publié chez eux Le Monde, Le Figaro, Libé. Libé, ça a été le premier support. Je ne peux pas l'oublier. Libé du temps de Serge July. Je ne peux pas l'oublier. C'est pas que Libé ait été fondé notamment par Jean-Paul Sartre, que je n'aime pas beaucoup. Mais Libé a publié quand même mes toutes premières tribunes. Oui, mais voilà, un intellectuel de gauche que vous situez, Jean-Paul Sartre, a eu la bonne idée de fonder un journal, ce que l'intellectuel de droite évite de faire en général. Alors, vous avez un peu disparu des plateaux de télévision et aussi des pages débat des journaux, depuis qu'elles sont, au contraire, très friands du débat et qu'elles en vivent. Et au moment, justement, où vos thèmes de prédilection devenait eh bien, le fond de l'air qu'on respire, devenait le menu ordinaire de tous ces débats, l'islamisme, le terrorisme, l'islamo-gauchisme, le droit de l'homisme, l'autoritarisme, la laïcité, l'immigration, l'intégrité, l'intégration, la sécurité. Je vous lis, ce sont les thèmes majeurs rebattus chaque jour et c'est de ça
dont vous avez parlé depuis 30 ans. Oui, c'est vrai, mais Pourquoi cette parce éclipse? que, pour la simple raison que, pour en avoir parlé justement pendant près de 30 ans, j'ai laissé, et je préfère, j'ai laissé les nouveaux arrivants s'en occuper, parce que chacun y allait de sa cuillère, les uns islamologiques, les autres sécuritaires. Oui, vous n'apprenez rien, vous avez l'impression de faire le tour, d'avoir fait le tour de la question. Bon, alors, oui, que oui. puis-je, vous écrivez, que puis-je ajouter? Bon, bah, vous ajoutez quand même une postface et une introduction, et il y a 300 pages. Hein, Oui, ça fait oui, oui, c'est vrai, c'est mais c'était sérieux. c'était surtout pour moi, pour que ça soit, parce que les gens, je vous le disais à l'instant, la moitié des articles viennent de mes propres archives papier. Donc c'est pratique et surtout pour moi. D'ailleurs, que je vous le dise sincèrement, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai fait ce livre pour moi. Non, je l'ai fait, bien sûr, pour que ça ne soit pas dispersé, pour que ça ne soit pas perdu, pour ma descendance et pour mes amis et mes compatriotes. Bon, on sent que vous êtes accompagné quand même dans ce livre par tous les fantômes du Bataclan, de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, de Saint-Nicolas du Rouvray, de Nice, le colonel Beltrame et les autres. Premier paragraphe, le virus islamo-terroriste auquel nous avons fini par nous habituer. Ah bon? Oui. Vous pensez qu'on est oui, bien désormais, c'est un élément parmi d'autres, un fait divers parmi d'autres, quoi? Oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est affligeant, c'est même dramatique. Il me semble, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais il me semble que les services de sécurité de ce pays déjouent je ne sais pas combien de tentatives d'actions terroristes, je ne sais pas combien par an. Donc c'est quelque chose à laquelle, oui, je pense qu'on s'était habitué, bien malheureusement. C'est un fait politique, géopolitique et sécuritaire indéniable. Il va falloir... On ne va pas résumer tout votre travail parce que, en plus, ce sont des textes qui sont denses, c'est intelligent, c'est argumenté, c'est souvent puissant comme réflexion, et donc ça mériterait, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je vais vous lire quelques passages, puis vous allez me dire qu'est-ce que vous rajouteriez aujourd'hui. L'islamisme et a fortiori son dérivé terroriste resteront une menace majeure pour la Tunisie et pour la France dans les années qui viennent. Oui. Oui, bien sûr. On n'a pas vu le pire. Je pense qu'on n'a pas connu le pire. Non, je pense qu'on n'a pas connu le pire. Les tentatives terroristes sont la partie immergée de l'iceberg. Il y a des mots plus insidieux, expliquez-vous, plus dangereux. Communautarisme social, relativisme cosmopolite, indigénisme dévoyé, islamo-gauchisme, concurrence victimaire, séparatisme religieux, irrédentisme, populisme d'extrême droite. Oui, oui, oui. Cela veut dire... moi, je fais implicitement la différence entre les deux types de menaces qui reviennent, dont l'ontologie est la même, hein, l'islam, l'islamisme, qui donne le terrorisme. Mais je veux dire par là qu'il y a une menace à laquelle on peut remédier physiquement. Je vous disais à l'instant que les services de sécurité peuvent déjouer je ne sais combien d'actions terroristes, de projets d'actions terroristes par an. Ça, c'est à la portée des compétences de ce pays et d'autres pays d'ailleurs. Ça, c'est le mal dans sa partie justement visible et destructible par conséquent. L'autre mal, qui n'est pas moins redoutable, c'est le mal psychologique, le mal culturel, le mal idéologique. Ça, c'est la grosse partie. Ça ne demande pas quelques mois ou quelques années, ça va demander au moins une génération. Parce que ça commence par l'école, ça commence par la révision des programmes scolaires qu'on enseigne aux enfants dans ce pays, en France. Là, vous parlez de la France, vous parlez pas de la Tunisie. Oui, bien non, sûr, je parle de la France. Alors, attendez, parce que
On est dans une période de campagne électorale ici, hein. Les esprits sont échauffés, il y a un phénomène politique qui s'appelle Éric Zemmour, Oui. et vous êtes d'accord avec lui sur un point au moins. Oui. Ce qui menace la France, c'est la révolution ou la guerre civile. Écrivez-vous. Oui. Oui, ben on va dire que c'est Cassandre, mais c'est un Cassandre très, très lucide. Non, je reprenais d'abord tous ceux qui ont employé cette expression de guerre civile, notamment, d'ailleurs, le président François Hollande. J'ai cité beaucoup d'autres, les généraux qui ont fait une pétition. François Hollande, vous le citez François Hollande, oui. qui explique aux journalistes qui Oui. l'ont confessé que la partition est en train de se produire. Oui, bien sûr. Et vous dites la partition, c'est le début finalement Ben oui. de Bien sûr. l'opposition, de Bien l'affrontement. sûr. Et l'affrontement, c'est le début de la guerre civile. Absolument. Absolument. Et ce risque n'est pas fantasmagorique, ni les propos d'un Cassandre. Moi, je pense, enfin, le plus illustre de ce pays, pas seulement président, a été le général de Gaulle. Le général de Gaulle a exprimé des soucis de ce genre-là, pas seulement à la suite de mai 68, mais même après, dans ses écrits. C'est la composition même de la France, sociologique, historique, anthropologique, implique ce genre de risque. Encore 2 minutes sur la France. Vous êtes dur avec François Hollande, vous êtes dur aussi avec Nicolas Sarkozy qui avait promis le Karcher et qui n'a jamais branché le tuyau d'arrivée d'eau. Oui. Vous êtes assez indulgent avec Emmanuel Macron qui est pourtant beaucoup critiqué pour la naïveté de son début de mandat, mais qui a fait ce discours des Mureaux pour lequel que vous trouvez assez courageux. Ah oui. Et vous dites la campagne électorale sera une catharsis. Oui. La catharsis, c'est ce qui purge les passions. Hein. Oui. Vous pensez que ça va permettre... Je ça pense... va pas les faire monter à incandescence et créer vraiment des césures dans le pays, des divisions profondes? Écoutez, je parle de catharsis, en tout cas dans le moment temporel et ponctuel des élections. Oui. Hein? Après les élections, vous parlez d'Éric Zemmour. Que ce soit la réélection d'Emmanuel Macron ou l'élection d'un tel ou d'un tel, et pourquoi pas Éric Zemmour, ou que Éric Zemmour gagne ou perde, qu'il reste ou qu'il parte, ce qui va rester, c'est la tendance sociologique lourde. Oui, Elle, non seulement, elle va rester, à mon sens, mais elle va s'amplifier. Mézerie, Haddad. Pour être français, il faut porter un nom français, manger français, rêver français. Oui, ça m'a un peu embêté. Je le trouve, contrairement à beaucoup, vous savez, Zemmour. Je parle de Zemmour l'intellectuel, hein, parce que c'est un intellectuel sympathique. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion autrefois d'échanger avec lui par SMS et tout ça. Mais enfin, ça m'a quand même un peu contrarié, parce que on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir appelé sa fille ou son fils Béchir ou Abdelkassem ou Mohamed. C'est très grave. C'est très grave. Il paraît que c'est le premier prénom, c'est ce que dit Zemmour, je dois le croire sur parole, le premier prénom dans la région de Seine-Saint-Denis. Mais enfin, moi j'ai appelé mes enfants d'un nom qui est à la fois occidental et oriental, n'est-ce pas? Et ça me convient, et ça leur convient aussi. Oui. Être français, manger français. Inès et Sophia. Oui, c'est ça. Inès et Sophia. C'est joli. C'est joli. Inès, ça peut renvoyer à l'Andalousie, et Sophia à la philosophie grecque. On les salue. Dites-moi, vous dites la France est menacée de partition, la Tunisie y est déjà. Oui. Le nord contre le sud, sud contre la capitale, l'intérieur contre la côte. Oui. Oui, c'est vrai. Votre constat sur la Tunisie est très sombre. Hein. Ça, c'est ma grande douleur. Vous avez dit au début de votre propos,
on ne sait pas où je suis, dans quel pays je suis. En tout cas, je suis toujours, par mon esprit et par ma passion en Tunisie. Je n'ai pas mis les pieds en Tunisie depuis la fameuse révolution du printemps ou du jasmin devenu printemps arabe, la grande fumisterie du printemps arabe. Je n'y suis plus jamais allé parce que j'ai décidé de ne jamais fouler le sol de mon pays alors qu'il est sous la domination des islamistes. Alors c'est un véritable réquisitoire que vous dressez comme contre le fruit, contre ce qu'a fait Ennahdha et son président qui a été aussi jusqu'à l'été dernier le président de l'Assemblée du Parlement, M. Ghanouchi. Vous dites que alors d'abord, vous dites que affirmer que la Tunisie est le seul pays arabe à avoir réussi son printemps est une stupidité. Oui. C'est stupide. Ah ben c'est stupide. Pourquoi? Parce que 10 ans après, quand on regarde le bilan, l'échec est éclatant? Parce qu'on ne mesure, parce que ceux qui disent que c'est le pays qui a le mieux réussi, ils le jugent à l'aune des drames, des tragédies, de la Libye, des crimes même contre l'humanité produits ailleurs, et notamment en Syrie, en Libye, oui, en alors Égypte. quand on compare ce qui s'est passé en Syrie et ce qui s'est passé en Tunisie, on dit Dieu merci, Allah est grand et il nous a épargnés. Sauf que la Tunisie est le premier pays exportateur de terroristes et de migrants clandestins. Absolument. Ça fait partie des symptômes. Hein. Ça fait partie des symptômes. La Tunisie a été le premier et dernier réservoir, j'appelle ça de main-d'œuvre islamiste en Syrie. Bien sûr. Et ça, c'est un grand symptôme. La Tunisie, aujourd'hui, est plus bas que terre à tous les niveaux. Alors, sur le plan économique, le 3e prêt du FMI a été demandé, le 3e en 10 ans. Et on attend de savoir quels sacrifices seront demandés au pouvoir public qui, depuis 10 ans, ont recruté énormément de fonctionnaires. La Covid, si pour faire un point rapide, le Covid est venu s'ajouter à tous les malheurs, notamment économiques. Et on dit que, j'ai lu qu'il y avait à peu près 50 000 entreprises PME qui avaient mis la clé sous la porte depuis un an, ce qui est considérable, 50 000 PME. Hein. Oui. Les effectifs de la fonction publique ont été multipliés par 3 depuis la chute de Ben Ali. Oui. On a recruté à tour de bras. Ça, c'est pas à cause seulement des islamistes. Il faut être juste dans son diagnostic. Et moi, je n'accable pas seulement les islamistes. Je mets tous les acteurs et protagonistes, la nouvelle élite politique, entre guillemets, après la chute et la destruction de l'État tunisien. Il n'y a pas simplement Ennahdha et Ghanouchi, non, il y a aussi pas seulement Ennahdha, il y a la gauche, il y a aussi il y a les libéraux, il y a M. Beji Caïd Sepsi, que Dieu ait son âme, il y a tous ces gens-là qui sont arrivés pour sauver la Tunisie, y compris de France, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011, leur bilan est accablant. Une sulfateuse. Ce n'est pas une collection de chroniques, c'est une sulfateuse. Et vraiment, vous tapez dur, vous êtes très... mais bon, le premier grand responsable, c'est quand même Ennahdha. Et alors, vous êtes surpris par comment on a bien accueilli en France, à chaque fois qu'il y est venu, son président, en lui déroulant le tapis rouge. Il y a une complaisance française vis-à-vis des islamistes tunisiens. Oui, ça aussi, ça fait mal. Et donc, quand j'écris ça, c'est à la fois sous l'emprise, disons, du ressentiment et à la fois de l'amour contrarié. Parce que comment la France, ce pays que nous aimons, ce pays que nous voulions imiter, culturellement, économiquement, civilisationnellement, il est vrai, politiquement, pas tant, mais on y allait
à pas graduels. On sait maintenant qu'on ne passe pas d'un régime autoritaire à un régime autocratique sans tomber dans le fossé, dans la GN de l'islamisme. Alors, c'est pas un livre amer, hein, Oui. mais vous avez des mots très aimables, très indulgents par bon rapport à la bronca générale Oui. pour le président actuel, Oui. Kais Saied. Oui, c'est vrai. C'est exact. Vous avez de l'admiration pour lui, visiblement. Non, admiration, non, vous savez, je suis... Non, mais vous ne le critiquez pas je comme suis- tout le monde qui l'accuse d'être un dictateur en puissance. oui, non, je suis philosophe, je ne suis pas capable d'admiration, je ne sais faire que de la méditation. Mais pour Kais Saïd, écoutez, c'est quelqu'un que j'ai connu, avec lequel j'ai échangé. Jadis c'est la guerre, j'allais dire. Mais là, les derniers temps, je crois qu'il y a trop de tergiversation. Il avance, il recule. Quand on avance et on recule, on fait de l'immobilisme. Ouais. On ne bouge pas. Donc, je crois que ça commence vraiment à excéder les Tunisiens, y compris tous ceux qui l'ont soutenu. Vous avez l'impression, vous aussi, que tout peut je ne me arriver dé- en Tunisie? Comment? Vous avez l'impression que n'importe quoi peut arriver en Tunisie Oui. aujourd'hui? Oui, absolument. Et je crains le pire. Merci à vous, Mesri Haddad. Mon combat contre l'islamisme et ses idiots utiles. Nous sommes tous un peu des idiots utiles, de temps à autre. Ainsi se termine cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Merci à vous. Merci.